Eh bien voilà, mesdames et messieurs, donc il est 1h03. Vous écoutez l'émission non-stop sur les Antilles, sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Alors justement, donc je vous l'avais annoncé, il est avec nous, donc Franz-André Trouillot. Bonjour. Bonjour Franklin, bonjour Patrick. C'est réellement un plaisir d'être de retour au micro pour vous voir de vive yeux. Malheureusement, on n'a pas pu se voir dernièrement. Et puis j'aimerais aussi saluer notre ami Serge Bouchereau. J'espère qu'il nous écoute. Il doit être en vacances lui-même. Ah, il est en vacances. Okay. Alors Serge, si tu es là, si tu nous écoutes ou si tu vas nous écouter en différé, on te salue. Tu manques à l'équipe. Alors merci énormément de nous accorder vos micros. Je suis ici en présence d'un confrère québécois, Nicolas Alexandre Tremblay, et nous allons vous parler un petit peu d'une situation qui est importante, qu'on ne parle pas beaucoup ces derniers temps, mais on a parlé il n'y a pas si longtemps, quand même assez longuement. C'est la situation des dénationalisés en République dominicaine. Comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, depuis l'année dernière, il y a une décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine qui a pris un décret, une décision, la 168.13, qui est de dénationaliser plus de 150 Dominicains à cause de leur ascendance haïtienne. Avant d'en arriver là, j'aimerais quand même saluer Vertière, parce qu'effectivement, la semaine dernière, qui aurait été une émission, à mon avis, extrêmement importante, pour célébrer, enfin commémorer cette victoire, n'a pas pu se faire. Alors, au nom de Vertière, je voudrais dire que Vertière a été la dernière bataille pour acquérir notre indépendance en tant que premier peuple indépendant noir. Mais Vertière, malheureusement, a été aussi la première bataille contre le monde impérialiste esclavagiste. Voilà. Et nous vivons encore cette guerre. Et nous avons battu plusieurs batailles et nous continuons à battre ces batailles. Et parmi ces batailles, justement, la situation en République dominicaine, qu'il faut garder très proche de nous parce que c'est quelque chose qui peut avoir une incidence sur beaucoup d'autres pays qui risquent éventuellement de prendre de telles décisions. Alors, peut-être juste vous dire, c'est quoi être dénationalisé? Imaginez qu'ici, ce matin, vous avez un malaise, vous décidez d'aller à l'hôpital et on regarde votre carte d'identité, vous vous appelez Franz-André Trouillot, et puis dit, vous êtes de quelle origine? Et puis je dis haïtienne, il dit, je suis désolé, mais depuis il n'y a pas si longtemps, il y a une loi, entre autres, peut-être une loi qui s'appelle la loi C-24 que le gouvernement Harper a voté dernièrement, qui a des connotations d'immigration qui peut être dangereux. Bien, à cause de cette loi, M. André, on ne pourra pas vous donner de soins médicaux. Et malheureusement, vous n'avez pas de recours. Et, by the way, si vous avez des enfants qui doivent aller à l'école ce matin, on a oublié de vous dire qu'ils ne pourront plus aller à l'école. Alors, cette situation que plus de 250 000 personnes en République dominicaine se sont retrouvées l'année dernière, donc le 23 septembre 2013, quand cette loi a été votée. Maintenant, il faut retourner un peu en arrière, justement, et possiblement même jusqu'à Vertière pour comprendre un petit peu la dynamique entre les deux pays. Je ne suis pas historien, donc ce que je vais vous dire quand même peut être questionné, mais j'aimerais quand même vous donner une perspective, ce qui a amené qu'il y a deux pays sur une même île, et présentement, il y a deux nations, deux peuples qui vivent un conflit et continuent à vivre un conflit. En 2014, quand on parle de tous les droits humains, quand on a un pays comme les États-Unis qui parle à travers le monde, parle de démocratie, de droits de la personne, etc., nous avons un pays qui a eu l'audace et l'affront de donner à 250 000 résidents natifs du pays une décision qui est qu'on ne veut plus de vous. Alors, il faut comprendre que quand nous avons acquis notre indépendance, quelques années plus tard, donc 18 ans plus tard, nos militaires haïtiens, nos vaillants glorieux, ont occupé la République dominicaine. Il reste que la République dominicaine, qui était le côté est de l'île, était encore sous dominance espagnole. Alors que l'Espagne avait cédé la République dominicaine à la France. Oui, c'est ça. Donc, il était tout à fait naturel que nos glorieux
militaire, à certains moments, a décidé de reprendre ce territoire qui, théoriquement, leur appartenait. Et c'était aussi important de chasser le colon espagnol qui a été initialement le premier à nous avoir colonisés et exterminés. Voilà. Et exterminer un peuple qui était d'origine de cette terre. Alors, cette occupation de 1822 à 1844 a été très mal perçue par des gens qui ne s'identifiaient pas à l'haïtien. Ils se voyaient avant tout comme étant des descendants espagnols. Ils se réclamaient, comme ils disaient, blanco tierra, donc c'était le blanc de la terre, et non pas mulâtres ou métissés. Ils étaient blancs, selon eux, en comparaison avec nous, haïtiens. Et donc, 1844, quand ils sont devenus indépendants, a été finalement l'opportunité pour eux maintenant de s'assurer que le reste de notre vie haïtien, ils vont nous faire payer cet affront qu'ils ont reçu. Alors, en tant que premier peuple indépendant, nous occupons notre terre, ce que, selon moi, était dans l'intérêt de cette terre, et finalement, ils l'ont vu comme un affront. Alors, cette chose a duré, et jusqu'en 1915, en fait, on se retrouve maintenant que les Américains envahissent les deux pays. On se retrouve qu'on développe des plantations de canne à sucre plutôt du côté est, qui était déjà très développé en canne à sucre, donc en République dominicaine. Les Américains importent ou transportent une population haïtienne esclave, finalement, pour cultiver cette terre, au bénéfice des gens de la République dominicaine qui se sentaient beaucoup supérieurs à nous et que ce n'était pas un travail qu'ils étaient prêts à faire. Donc de 1915 encore à 1934, on se retrouve que c'est ce qui a été établi comme système d'échange économique entre les deux pays. Et naturellement, les gouvernements successifs qui se sont retrouvés ont un peu continué ce travail d'importation de nos frères haïtiens sur la terre de la République dominicaine comme cheap labor, donc des gens qui travaillaient sous une forme d'esclaves, en tant qu'esclaves. Absolument. Alors, par après, naturellement, jusqu'en 1986, quand on s'est retrouvé que M. Jean-Claude Duvalier a quitté Haïti, il a dû quitter Haïti. Haïti a été poursuivi par la République dominicaine parce que Jean-Claude Duvalier n'avait pas respecté un contrat qui a été fait entre les deux pays, qui était de continuer à produire, à fournir des gens, des bras. Donc encore l'esclavage. Et encore maintenant, aujourd'hui, il y a eu effectivement d'autres mouvements qui ont continué, même après Duvalier, dans ce but-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, nous vivons un problème en Haïti, mais ce problème a été créé. Oui, on s'est retrouvé avec des gens en République dominicaine qui ont été amenés sur cette terre à travailler parce qu'on leur promettait soit une meilleure qualité de vie ou encore ils étaient forcés à le faire. D'où on a développé justement une population de gens en République dominicaine qui, à travers les ans, donc depuis 1929, dont la loi fait rétroaction en 1929 pour dénationaliser les gens, mais ces gens se sont installés, ont eu des enfants, donc 3 ou 4 générations, et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des gens qui sont des Dominicains, d'ascendance haïtienne, mais qui n'ont plus de droits. Alors, c'est cette cause-là que nous sommes là pour discuter avec vous et que nous avons commencé à défendre depuis l'année dernière. Donc, le 12 octobre l'année dernière, il y a un comité qui a été formé ici à Montréal suite à une assemblée publique, à la Perle retrouvée. Et nous avons commencé à nous battre pour la cause, à soit informer, sensibiliser et mobiliser les gens pour décrier cette injustice. Alors, maintenant, nous avons eu 2 manifestations devant le consulat de la République dominicaine. Nous avons eu un événement d'éclat à l'aéroport de Dorval qui a tourné à travers le monde avec Al Jazeera et autres. Le gouvernement de la République dominicaine a très mal réagi, bien entendu, et c'est ce qu'on espérait, quand nous demandions, en fait, de boycotter le tourisme de la République dominicaine,
tourisme qui représente plus de 64% du produit intérieur brut, PIB de ce pays. Et nous croyons avoir atteint justement certains objectifs, car on n'a jamais vu autant de publicité pour le tourisme de la République dominicaine après cet événement d'éclat. Alors tout cela pour nous amener maintenant aujourd'hui à parler avec mon ami ici, Nicolas Alexandre Tremblay. Nicolas nous a rejoint un peu dans le combat à peu près au mois de novembre, si je me trompe, l'année dernière. Et Nicolas, avant tout, a une maîtrise en relations internationales et il se dit politicologue dans le contexte justement du combat que nous sommes en train de faire. Alors bonsoir Nicolas. Bonsoir Franz. Bonjour en fait. Oui, bonjour, bonsoir Franz. Je suis vraiment content d'être là avec vous pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, là. Bien, je dois vous dire que Nicolas, dans sa nation québécoise, mais avant tout, c'est un homme du monde. Il a fait plusieurs voyages en République dominicaine, si je me trompe, Nicolas, pour pouvoir documenter dont tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, absolument, Franz. En fait, c'est un malheureux hasard qu'il y a eu cette décision de la Cour-là. Moi, ça faisait depuis 2010 que je travaillais sur un projet de documentaire qui voulait justement déjà dénoncer les abus perpétrés contre les descendants haïtiens en République dominicaine. Différents voyages, séjours plutôt sur le terrain, dans les batailles de travail m'avaient amené à m'intéresser à cette problématique-là. Puis quand il y a eu cette décision de la Cour-là, ça a vraiment changé vraiment l'ampleur de la situation. Puis ça a aussi changé l'angle du film. Maintenant, on voulait plus juste faire un film introspectif, poétique. Non, il fallait vraiment que... Notre but avec ce film-là, c'est de participer au débat puis mettre un peu, remettre ce sujet-là à l'ordre du jour, parce que on en a parlé un peu l'année dernière quand c'est arrivé, mais là, depuis un an, le gouvernement dominicain a été tellement stratégique dans sa manière de traiter cette situation-là qu'on n'en parle plus. Il y a une crise humanitaire sur notre territoire, ça rappelle l'apartheid, pratiquement, à retirer la citoyenneté massivement des gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont d'origine haïtienne. C'est d'une ampleur incroyable, puis personne n'en parle en ce moment. C'est ce qui... En effet, je pense que, Nicolas, quand tu as parlé de le gouvernement dominicain a été stratégique, il faut peut-être rappeler que le gouvernement haïtien, malheureusement, à certains moments, s'est interféré, à mon avis, dans une situation qui aurait être de l'ordre de l'international, donc on parle de droits humains. Et ils ont décidé d'avoir une discussion bilatérale avec le gouvernement de la République dominicaine pour, semble-t-il, arriver à une entente qui pourrait satisfaire les deux parties. Et chose qui ne se fait pas, à ma connaissance. Il était supposé avoir des réunions à tous les mois et aucune des réunions n'a réellement été portée sur le sujet. Même que le gouvernement haïtien s'est impliqué à vouloir maintenant remettre des documents qui pourraient faciliter certaines régularisations. Il faut dire que depuis septembre dernier, il y a eu une autre loi qui a été votée, puis ça fait aussi partie de cette stratégie justement de désamorcer l'opinion publique. Il y a une nouvelle loi qui a été votée, qui est la 169-14, qui parle de régulariser justement la situation de ces dénationalisés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de cette nouvelle loi et quel est l'effet réel sur le terrain? On va y aller brièvement parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'effet réel à part d'apaiser l'opinion publique internationale pendant un certain moment. Cette loi-là devait être une solution pour renationaliser les personnes qui auraient été touchées par la sentence. Puis, comme tu l'as dit, régulariser, disons, la main-d'œuvre ou les Haïtiens qui étaient illégaux. Mais finalement, ça n'a jamais été appliqué sur le terrain. Il y a eu énormément de confusion. Puis il n'y a pas du tout la volonté vraiment de l'appliquer. Au contraire, on est allé plus loin dans la volonté de dénationaliser. Puis c'est clair, récemment, la Commission internationale pour les droits humains condamnait le gouvernement dominicain en vertu de certaines clauses qui étaient à l'étude pour des violations de droits humains, mais avec cette condamnation-là, ils ont vraiment dit au gouvernement dominicain qu'il était l'unique responsable finalement d'avoir créé des apatrides. Il a pointé du doigt, puis il a demandé de changer, de venir améliorer la situation, puis depuis ce temps-là, le gouvernement dominicain ne fait que tourner le dos à la communauté internationale. Il joue à la victime, en fait. Oui, et si je me trompe, même qu'ils ont décidé de se retirer de la Commission des droits humains de l'OEA. C'est plus complexe que ça, parce que le
gouvernement, puis après, il y a un tribunal constitutionnel qui prend ces décisions-là, puis le gouvernement reste un peu... pas se lave les mains, c'est pas le bon terme, mais reste un peu en se disant, il y a cette institution-là qui existe au gouvernement, chez nous, dans nos institutions, puis c'est légitime. Moi, je peux pas changer nécessairement la situation. Mais eux... ils utilisent tout un stratagème pour se poser en victime en disant c'est notre souveraineté nationale, nous on a le droit de décider qui va être résident ou citoyen ou pas. Ouais, mais ce qui est vraiment particulier dans ce cas-ci, puis c'est ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant dans le documentaire, c'est de démontrer que finalement ces 250 000 personnes-là, ils ont été amenées par le gouvernement dominicain, transportées par l'armée dominicaine pour travailler les plantations de sucre dominicaines. Puis à partir des années 90, quand on regarde la situation concrètement, à partir du moment où le gouvernement dominicain a commencé à privatiser de plus en plus la canne à sucre, donc depuis lui-même gérer ça, il y avait ces populations-là qui devenaient complètement indésirables finalement, qui vivent en pourtour des terres les plus fertiles du pays. Ils commençaient à être un poids un petit peu lourd dans l'épine dans le pied dominicain du gouvernement. Donc en 90, ils parlaient déjà de régulariser la population descendance haïtienne en République dominicaine. On a demandé les papiers pour les régulariser, puis ça s'est jamais fait. Finalement, ils ont enlevé les papiers d'identité à 50 000 personnes en 90 déjà. Donc, c'est pas nouveau, là, l'acharnement qu'il peut y avoir envers ces populations-là. Puis pourquoi? C'est assez étrange parce que c'est quand même la population de migrants ou de descendants de migrants en République dominicaine qui est la mieux intégrée dans la population. Les enfants vont étudier en espagnol. Il y en a plusieurs qui ne parlent même pas le créole. Moi, j'avais des amis qui sont touchés, qui avaient des travaux, ils travaillaient légalement, ils allaient à l'université, puis du jour au lendemain, ils se retrouvent dans une situation où est-ce qu'on leur dit, désolé, t'es plus le bienvenu dans ton propre pays. Donc, c'est très particulier. Et toi, tu as quand même été témoin de certaines situations, parce qu'il faut quand même se rendre compte que ces gens-là vivent dans un stress incroyable. Donc, moi, je dirais, c'est même criminel de la part du gouvernement, et c'est une décision qui est principalement, ou si ce n'est purement politique. Il faut savoir aussi qu'en 2016, il y aura des élections en République dominicaine et que l'ancien président Leonel Fernandez, qui a eu 2 mandats, si je me trompe, il y a quelques années, et qui a installé le nouveau président Medina, qui était un de ses ministres, lui veut revenir aux prochaines élections. Monsieur Fernandez veut revenir aux prochaines élections et se positionne à être celui qui éventuellement pourrait se déclarer comme étant le sauveur de la situation en régularisant toute cette chose-là, alors que c'est lui-même, selon nos sources, qui a créé cette situation en République dominicaine. Mais en plus, je ne sais pas s'il va arriver en sauveur, c'est difficile de prévoir la situation, mais ce qui est particulier par rapport à ça, c'est que ce serait peut-être pas si compliqué que ça, finalement, de régler cette situation-là, mais politiquement, c'est payant en ce moment. Pour moi, c'est vraiment clair, là, les gens qui sont touchés par cette décision de la Cour-là, c'est des boucs émissaires. Pendant ce temps-là, la loi n'est pas appliquée à la frontière. Il y a une politique migratoire qui a été amenée en 2004. Elle n'est pas appliquée. C'est un système de trafic humain les gens payent pour passer sans papier puis vivent dans l'insécurité, mais c'est une main-d'œuvre servile, bon marché, avec aucun droit. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on retire des papiers à des gens. En fait, on va toujours vouloir les Haïtiens en République dominicaine pour faire rouler l'économie, faire travailler le tourisme, la construction, etc. Mais ce qu'on veut pas, c'est des Haïtiens ou des descendants haïtiens avec des droits, avec des papiers. C'est ça qui est fondamental pour moi. Puis en ce moment, il y a une minorité, il faut dire, c'est vraiment une minorité dans l'élite qui est corrompue, qui est pourrie. Ouais, jusqu'à là, il faut le dire, qui est très raciste, qui est fondamentalement raciste, qui déteste non seulement le noir, mais qui déteste l'haïtien, parce qu'ils ont fait leur développement, leur nation building, leur identité, par opposition à Haïti. Puis je pense que le gouvernement là-dedans, en gardant cette position-là, fait en sorte de s'attirer le vote puis l'appui de cette élite-là, en fait. Je crois que c'est important aussi de mentionner que nous ne sommes pas ici pour faire le tribunal de la population de la République dominicaine, parce que la grande majorité, si ce n'est la totalité de la population dominicaine, accepte très bien les Dominicains d'ascendance haïtienne et même les Haïtiens. Donc c'est réellement une petite minorité de gens qui manipulent certaines tendances, certaines croyances et qui se nomment même pas, ils veulent ignorer complètement leur héritage ancestral. Ils se disent indios. Ils ne veulent pas se dire soit dominicains ou d'origine africaine, quoi que ce soit, parce que pour eux, ils ignorent ce côté ancestral qui est d'origine africaine.
Absolument, ça c'est fondamental. Faut pas se mettre à démoniser les Dominicains parce que pour moi ils font partie de la situation. Faut juste à un moment donné mettre le doigt sur le réel responsable, le gouvernement, cette élite-là, puis les médias qui jouent un rôle extrêmement dangereux en République dominicaine. Nous on l'a vu pour faire le documentaire, on a rencontré des gens des deux côtés de la médaille, autant l'extrême droite que des spécialistes ou des journalistes qui défendaient avec certains risques là, les droits des descendants haïtiens. Puis franchement, c'est vraiment pas très objectif. Puis c'est très douteux la position des médias. Quand je pense à Juan Bolívar Díaz, qui est un monument du journalisme en République dominicaine, qui lui a été une personne qui est énormément critiquée. Il y a eu des mouvements, des manifestations. Il y a des gens qui ont publié des pamphlets qui voulaient jeter en avion au-dessus de la République dominicaine, disant qu'il était un traître à la patrie, quelqu'un qui devait être expulsé du pays. Puis le gouvernement n'a jamais condamné ni condamné cette situation-là. En fait, c'est hallucinant. Oui, et c'est hallucinant quand on pense que nous sommes en 2014 où présentement il y a des crises internationales ailleurs qui parlent justement de situation. Entre autres, présentement aux États-Unis où Obama est en train d'essayer de voter une loi qui va régulariser beaucoup de sans-papiers d'origine mexicaine. On se retrouve un autre pays qui en enlève. Alors maintenant, comme mesdames et messieurs, notre intérêt ici réellement c'est de garder le mouvement alive, comme on dit, en vie, à savoir qu'il faut continuer à défendre cette cause parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui se passe en République dominicaine éventuellement peut se transposer sous d'autres formes, un peu insinueuses, mais sous d'autres formes ici, dans notre pays, en Amérique du Nord, dont le Canada, avec une loi comme la C-24. Et je vous invite d'aller fouiller un petit peu c'est quoi cette loi et quelles sont quelques décisions qui peuvent être prises envers certaines personnes qui sont nationalisées et qui éventuellement qu'on pourrait dénationaliser. Et ça pourrait se faire ici, même au Canada. Ouais. Maintenant, comment tu positionnes? On sait que tu as travaillé sur un documentaire qu'on veut produire pour le début de l'année. Comment tu nous présentes ce documentaire? Pour faire peut-être un lien avec ce que tu disais, le titre du documentaire, pour l'instant, on a un titre seulement anglais, c'est Citizens of Nowhere. Puis tu parlais tantôt de la loi C-24, c'est un mouvement, je pense, qui est mondial. Maintenant, on tente de différentes manières de remettre en question cette notion-là de citoyenneté. Puis pour nous, c'est fondamental. Pourquoi Citizens of Nowhere? La citoyenneté, c'est quelque chose que normalement on acquiert à la naissance. C'est pas quelque chose qu'on a à revendiquer ou à se battre pour. Ça fait partie de notre fibre, de notre identité. Puis c'est peut-être la seule chose qui peut nous garantir un droit ou avoir un certain recours à un moment donné quand même notre propre gouvernement peut atteindre nos droits. Puis dans ce cas-ci, justement, ça représente assez bien la situation de ces migrants-là. Donc, je vais vous inviter à écouter un extrait. C'est avec la voix de Jean-Claude Martineau, qui est le narrateur, qui va faire une version. Oui, notre Jean-Claude Martineau, national. Exactement, que vous connaissez bien. C'est génial de travailler avec Jean-Claude. Ça va nous permettre de faire une version française, anglais et espagnol. Puis comme c'est aussi un migrant, quelqu'un qui a quitté assez douloureusement Haïti pendant la dictature de Duvalier, je pense que non seulement une narration, mais c'est aussi un personnage du film qui peut parler au nom de ses compatriotes, puis qui est quand même à même de parler de ce que c'est que le drame d'être un migrant. Ouais. Je viens de la terre des hautes montagnes, là où les petites cascades turbulentes grondent comme pour donner une voix au paysage. Les colonisateurs français appelaient mon île la perle des Antilles. Nous, les Noirs, en Haïti, nous n'avons jamais trouvé la perle. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de trop d'entre nous. L'histoire de mes compatriotes qui, comme moi, ont dû se résigner à quitter notre terre chérie, nos 1000 collines, vers la promesse d'un nouveau lendemain. Justement, en préambule, Nicolas, c'est très joli, c'est très poétique d'ailleurs, la voix de Jean-Claude sur ce documentaire. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour parler un petit peu de besoins. Car, comme vous le savez, pour défendre des causes, ça demande des fois un certain investissement. Beaucoup du travail que Nicolas a déjà fait a été déjà soit financé par lui-même et par d'autres
des organismes. On va remercier d'ailleurs le Conseil des arts du Québec et du Canada, Spirafilm, puis maintenant il y a l'Office national du film qui a un volet pour le cinéma indépendant qui nous apporte un appui aussi, là, faut le mentionner. Mais maintenant, on se trouve à être en post-production du film. Le film a été tourné l'hiver dernier pendant 3 mois. On est vraiment, vraiment fiers de ce que ça va donner. On porte ce projet-là à bout de bras depuis plusieurs mois. Puis maintenant, on a besoin de 15 000 $ pour terminer la post-production du film, ce qui va servir à faire le mix, la conception sonore, la traduction, le titrage, la narration, etc. Donc, on a créé une campagne de sociofinancement sur un site qui s'appelle Kickstarter. La meilleure façon, je pense, d'avoir accès à ça, c'est pour ceux qui voudraient nous aider, c'est d'aller sur la page Facebook d'abord du film Citizens of Nowhere, au pluriel. Vous nous trouvez sur Facebook, puis sur notre site, vous allez voir, il y a un lien, vous pouvez cliquer, puis par exemple, apporter un apport financier, puis acheter genre une copie en pré-vente, un DVD. Il y a une récompense associée à l'aide que les gens peuvent nous apporter. Mm-hmm. C'est extrêmement important pour nous parce que c'est un moment clé en ce moment. En fait, la communauté internationale a condamné récemment la République dominicaine, Amnesty International aussi. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce qu'il faut ramener ce sujet-là à l'ordre du jour puis montrer qu'on est solidaire envers ces populations-là. Puis nous, on a déjà des contacts en République dominicaine, en Haïti pour aller présenter le film, diffuser. On veut participer au débat. On veut que ce film-là serve à informer les gens puis aussi à se mobiliser pour faire voix commune puis arrêter cette injustice-là. Oui, il faut vous dire, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'argent à faire avec ce film, Nicolas. Absolument. C'est pas un film où Nicolas va être le prochain Oliver Jones de Montréal. C'est réellement un film qui parle du cœur. C'est un film qui parle d'être indigné devant des situations d'injustice sociale dans certains pays. Et puis j'applaudis Nicolas et ton équipe pour le travail que vous avez fait. Donc, peux-tu nous rappeler encore le nom du film? C'est Citizens? Oui, Citizens of Nowhere. Nowhere. Citizens avec S. Oui. Of Nowhere. Donc, si vous allez sur Facebook, vous faites la recherche Citizens of Nowhere, vous allez tomber sur la page. Est-ce qu'il faut demander d'être ami ou comment ça fonctionne? Il faut juste j'aime sur la page, puis après ça, vous êtes automatiquement parmi les nôtres. OK, donc aussitôt que vous devenez j'aime, like, donc vous êtes maintenant des nôtres et vous allez pouvoir maintenant aller voir comment vous pouvez contribuer selon vos moyens à cette noble cause qu'est le film, la post-production de ce film qui a été fait. Combien de temps ça t'a pris finalement à travers le temps pour faire ce film? C'était un projet de longue haleine justement parce que financièrement c'était assez indépendant là. J'ai travaillé 4 ans en fait, mais depuis 1 an c'est beaucoup plus intensif là, parce que il y a l'urgence d'agir, puis on a eu de l'aide qui a été débloquée là, mais toute la recherche puis tout ça, la préparation, ça a été un long processus. Puis là la campagne de sociofinancement c'est jusqu'au 21 décembre. Donc, ça fait 4-5 jours que c'est en ligne. On atteint le 20% du 15 000 $, ce qui est bien. Mais on a besoin de votre aide pour continuer sur ce momentum-là parce que faut pas lâcher. OK. En tout cas, mes chers compatriotes au pluriel et masculin, féminin, je vous invite, s'il vous plaît, à nous soutenir dans cette cause. C'est une cause pour moi qui est importante. Tout ce qui relie l'identité haïtienne, pour moi, est importante, quelle qu'elle soit. Et je crois que de plus en plus, nous avons un devoir moral de nous élever à chaque fois que cette identité est attaquée. Nous sommes un peuple qui est fier, un peuple qui a fait vertière. Il y a d'autres vertières à faire dans l'esprit des gens. Je vous invite donc à nous aider à contribuer à cette post-production du film. Il y aura aussi plusieurs réunions qui devraient se faire d'ici, je pense, le 10 décembre. Nous tentons d'avoir une assemblée générale publique où on va vous inviter à venir partager avec nous les possibilités de continuer le boycottage du tourisme de la République dominicaine. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais partager avec nous? Ce que je voudrais peut-être dire, c'est que c'est un petit peu insister sur le côté socio et financement. C'est-à-dire donc l'information, c'est quelque chose de capital. C'est-à-dire donc quand on a entendu cette décision donc de la Cour constitutionnelle dominicaine, donc ça en a inquiété plus d'un. Parce que quand même, ça a touché quand même 250 000 personnes qui vivent en République dominicaine et de descendance haïtienne.
Alors, à un certain moment, réellement, donc, soit par un subterfuge, finalement, personne n'en parle plus. Et c'est là maintenant que vient l'importance, justement, de ce documentaire qui va mettre à jour la situation, les vraies raisons. Et c'est un documentaire qui dure combien de temps, Nicolas? Ça va être autour d'une heure. Autour d'une heure. Ouais. Mais ce qui est intéressant au niveau de ce financement, comme je le répète, il faudrait justement donc que nous, les Haïtiens, on fasse notre part, justement, pour essayer d'apporter de l'eau au moulin pour permettre justement d'atteindre l'objectif de $15,000. D'autant plus, par exemple, et c'est simple de pouvoir acheter déjà une copie du documentaire à venir. Oui, puis même participer au lancement, on vise fin février, c'est pas pour rien, c'est le mois de l'histoire des Noirs, faut le dire. Le 27 février, c'est une date aussi qui est extrêmement importante pour les Dominicains. C'est pas encore confirmé, mais ça va être fin février le lancement. Puis c'est aussi, vous pouvez aussi accéder, déjà acheter votre billet à l'avance. Puis ça fait partie Oui, acheter le billet et votre billet à l'avance, mais aussi il faut tenir compte, Frantz-André, de la date butoir, la date limite du sociofinancement. Oui. C'est-à-dire c'est le 21 décembre. Oui. Donc normalement, il faudrait avant le 21 décembre qu'on fasse justement, donc qu'on fasse notre part, soit on achète des billets, soit on fait un don. Oui. On fait un don ou encore on achète le film qui nous parviendra un peu plus tard. Oui. Donc c'est important de le faire parce que c'est une cause qui est, oui, on pourrait dire donc importante non seulement pour nous qui vivons en diaspora, mais aussi pour les Haïtiens donc en terre natale et ceux aussi donc d'origine haïtienne en République dominicaine. Oui, puis ça c'est important, puis on le sent déjà, c'est ça qui est intéressant là-dedans parce que on travaille dans une salle de montage en ce moment à essayer de faire un film, mais je suis en contact avec les gens qui nous ont aidés à faire le film, puis faut dire en République dominicaine, là, les gens qui sont touchés par cette sentence-là, ça fait un an pratiquement qu'ils font des manifestations à chaque 2 semaines, que le gouvernement arrive toujours avec une stratégie, on les écoute pas, on les humilie. Ça leur fait du bien de savoir qu'il y a des gens au Canada ou à l'international qui embrassent cette cause-là puis qui veulent aller loin puis participer au débat aussi parce qu'ils sont un petit peu à bout de souffle aussi, faut le dire. Oui, ouais. Mais ils sont un petit peu à bout de souffle, mais je pense que aussi que les médias pourraient donc disons faire leur part parce que s'il y a une manifestation toutes les semaines, etc. Donc c'est pas des nouvelles qui nous parviennent ici donc à Montréal. C'est-à-dire donc ce sont des manifestations qui auraient dû être disons couvertes, donc diffusées donc internationalement, donc pour que les gens sachent et donc comment les gens luttent justement pour leurs droits. Et puis bon alors où on s'en va avec ça? C'est vrai en République dominicaine, puis c'est vrai aussi parce que si la communauté haïtienne se mobilise pas ici, il n'y a personne qui va le faire pour eux, je pense. Mais c'est ça, voilà. C'est pas, faut pas se fier sur Stephen Harper sa bonne volonté pour agir dans cette situation-là. Il va le faire quand ça va devenir politiquement payant pour lui, là. Oui. Mais je crois que pour l'information du grand public, nous avons effectivement interpellé Monsieur Harper en chambre, plutôt Monsieur Baird, qui était ministre des Affaires étrangères. Il a été interpellé par un représentant du NPD, du parti en opposition, et il avait répondu dans le temps qu'il était sensible à ce qui se passait et qu'il travaillerait avec l'opposition. Maintenant, bien entendu, il n'y a rien qui s'est fait depuis. Je pense que la nécessité d'envoyer des F-18 en Syrie était plus importante pour eux. Alors, des causes comme en République dominicaine, quand il y a des gens qui se font tuer depuis 1 an à coups de machette, des Haïtiens et des Dominicains d'ascendance haïtienne qui se font poursuivre dans les rues, ça ne semble pas inquiéter tellement M. Baird. Donc, nous tenons à garder cette cause-là en vie. Nous avons besoin de votre aide. C'est une cause qui est de la défense de notre identité haïtienne. Donc, je vous invite réellement à vous rendre sur la page Facebook de Citizens of Nowhere. Quickstarter. Ouais, suivez l'information. Il y a un lien qui s'appelle Kickstarter. C'est à partir de là que tout commence pour pouvoir nous appuyer. Okay. Puis c'est important aussi que les gens sentent parfois que c'est loin ce qui se passe, puis qu'ils se sentent moins interpellés. Mais je pense qu'il y a une chose réellement qui peut peut-être faire changer la politique du gouvernement dominicain, c'est les pressions internationales. La réputation pour le gouvernement dominicain, à partir du moment où ça commence à toucher le tourisme, puis avoir des pressions de d'autres gouvernements. On l'a vu en Afrique du Sud, c'est pareil. À un moment donné,
c'est les pressions internationales aussi qui ont vraiment joué un rôle décisif pour arrêter l'apartheid. Je pense que c'est une clé du succès possible pour ces populations-là en République dominicaine. Très bien. En tout cas, merci Nicolas d'être venu partager avec nous. On te garde très proche de nous parce que justement, tu travailles très bien avec notre équipe du comité pour la défense de cette cause. Patrick et Franklin, j'apprécie énormément que vous nous avez donné une opportunité de nous exprimer et de réveiller la conscience des gens pour cette cause qui est très, très noble et très proche de notre cœur. Eh bien voilà, donc merci aussi à vous Nicolas, donc parce que quand même travailler sur une telle cause depuis 4 ans et tenir bon, c'est louable. Et puis donc encore merci pour tous ces gens et pour cette cause qui doit sûrement aboutir à quelque chose de mieux.